Bonjour à tous, le Tour de France approche et je fais une vidéo pédagogique pour expliquer comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour détecter une puissance extra-physiologique, une performance anormale. C'est une question qui revient souvent, hein, depuis de nombreuses décennies maintenant. C'est quelque chose qui a été popularisé par Antoine Veiller et Frédéric Portolo. J'ai écrit des articles aussi sur le sujet sur le site de l'Audomax à partir des années 2007-2008. J'ai remis le site en ligne, l'année dernière puisqu'il avait disparu du web et donc je vais vous expliquer quels sont les critères qui permettent de détecter une puissance extra-physiologique. Bien, on y vient. Comment détecter une puissance extra-physiologique en cyclisme? Alors, je précise que cette démarche, elle ne sera valable que pour l'élite mondiale du cyclisme. Elle ne sera pas valable pour un sportif du dimanche qui décide d'avoir recours au dopage et qui, de toute façon, même avec le dopage, ne parviendra même pas à se hisser au niveau du dernier coureur du Tour de France. Donc, évidemment, ce n'est pas une méthode qui permet de détecter si un cycliste est dopé ou pas. Ça permet de détecter si les meilleurs cyclistes du monde passent au-dessus des limites physiologiques. Auquel cas, on peut suspecter qu'effectivement, il y a un procédé de dopage. Ce petit point est important à comprendre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on entend par puissance extra-physiologique? Ben, c'est une performance maximale sur des efforts de 20 à 60 minutes qui sont réalisés à la fin d'une étape de montagne la plupart du temps. Et ce type d'effort ne peut pas être accompli d'un point de vue bioénergétique, y compris pour les meilleurs athlètes du monde. De telles puissances dépassent largement les paramètres physiologiques possibles pour un être humain faisant partie de l'élite. C'est ça dont il est question. Alors la question est évidemment comment déterminer cette zone limite. Ça, c'est une question évidemment à laquelle il faut bien répondre. C'est quoi la limite? Alors pour cela, il faut s'appuyer tout de même sur une soixantaine d'années d'études des performances aérobies avec et sans dopage. On sait que le dopage existe depuis longtemps, mais on sait que son efficacité était parfois anecdotique, jusqu'à l'introduction de certains procédés. Dans les années 60, par exemple, le dopage reposait beaucoup sur des psychostimulants, la caféine, ou beaucoup plus puissants, les amphétamines, et éventuellement des antidouleurs. Puis, dans les années 70-80, on a vu arriver de la cortisone et des anabolisants, et les premières transfusions sanguines. Alors, ces dernières dopages marquent un premier tournant, la cortisone étant un anti-inflammatoire très puissant, un hyperglycémiant, euphorisant, mais il comportait de nombreux effets secondaires qui le rendent pas toujours efficace, et de nombreux sportifs en ont fait les frais. Les anabolisants, en revanche, permettent de prendre de la masse musculaire ou d'accélérer la récupération musculaire selon le dosage. Enfin, la transfusion sanguine, c'était quelque chose qui servait à augmenter le transport d'oxygène dans le sang, et ça commençait à permettre une amélioration vraiment significative des performances des sportifs d'endurance, de 5 à 6% au niveau du VO2 max par exemple, mais sur une durée très courte. L'effet de la transfusion sanguine ne dure pas longtemps. Donc c'est une méthode qui ne peut pas être utilisée en routine. Enfin, il est important également de s'appuyer sur les lois de la physique et de la chimie cellulaire, car il n'est pas vrai qu'il n'y a pas de limite à la performance humaine. Dans l'histoire du sport, certes, de nombreux records tombent, mais si ces records tombent, c'est essentiellement dû à des innovations techniques et non à une évolution de la physiologie humaine qui évolue très peu. On optimise un petit peu l'entraînement, la nutrition, ça permet quelques gains, effectivement, on va le voir, on va prendre des exemples, mais il y a tout de même un plafond qui se dessine et qui est très clairement identifiable. Alors, les performances avec un dopage puissant. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé à partir des années 90. Et l'EPO, donc cette hormone qui permet d'augmenter la production de globules rouges, ça a été mis sur le marché en 1990. Et là, il s'est passé quelque chose. Ça a totalement rebattu les cartes. Pour vous donner quelques exemples, la première fois que l'Alpe d'Huez a été montée, c'est en 1952, et c'est Fausto Coppi qui a gagné la montée de l'Alpe d'Huez. Et il est monté en 45 minutes et 22 secondes.
Pour cette première arrivée au sommet à l'Alpe d'Huez, nous sommes sur la 10e étape du Tour de France 1952, Jean Robic a été le premier à passer à l'attaque. Fausto Coppi est revenu progressivement. Les deux coureurs ont roulé ensemble pendant quelques kilomètres avant que Coppi s'isole à 6 km du sommet pour s'imposer en solitaire après un temps d'ascension de 45 minutes et 22 secondes. Alors il a fait ça avec un vélo des années 50, beaucoup plus lourd que les vélos modernes. Un vélo qui faisait au minimum 10 kg, un cadre acier, sur un bitume d'une qualité bien moindre, et donc on peut estimer la puissance de Fausto Coppi à environ 380 watts pendant 45 minutes. C'est déjà ce qu'étaient capables de produire les meilleurs cyclistes du monde dans les années 50. Dans les années 80, les performances plafonnent autour de 42 minutes. Pedro Delgado, par exemple, montait en 42 minutes 15. Lucho Herrera en 41 minutes 50. Ce qui donne une puissance étalon de 390 watts, soit en gros 10 watts de mieux par rapport aux années 50. Certes, il y a 3 minutes d'écart, mais avec des vélos bien plus légers. Dans les années 80, on est déjà à des vélos qui sont plus légers que les vélos de Fausto Coppi, par exemple. La qualité du bitume est également meilleure. Donc le gain est partiellement dû au matériel et une partie effectivement à la progression liée à un meilleur entraînement, une meilleure nutrition évidente entre 1950 et la fin des années 80. Mais ce qu'on observe déjà, c'est que l'évolution de la puissance, elle est quand même faible. C'est une dizaine de watts entre 1952 et 1989. Mais lorsque le PO est mis sur le marché en 1989 ou 90, on s'aperçoit que lorsque le Tour de France repasse sur l'Alpe d'Huez en 1991, nous avons un trio composé de Miguel Indurain, Gianni Bugno et Luc Leblanc qui va monter l'Alpe d'Huez en 39 minutes et 45 secondes, pulvérisant d'environ 2 minutes 30 la performance de Pedro Delgado, 2 ans plus tard, 2 ans plus tôt. 39 minutes et 45 secondes, ce qui donne une puissance d'environ 416 watts. On est passé de 390 à 416 en l'espace de 2 ans, alors qu'on avait mis 40 ans pour gagner une dizaine de watts. 3 ans plus tard, en 1995, maintenant que le PO est bien généralisé dans le peloton, Marco Pantani va monter l'Alpe d'Huez en 36 minutes et 50 secondes, ce qui donne une puissance calculée de 456 watts environ. En l'espace de 6 ans, on est passé d'environ 390 watts dans la montée de l'Alpe d'Huez à 456. Là, on est entré dans l'ère des mutants, qui va atteindre son paroxysme en 1998 avec la fameuse affaire Festina, qui nous permet de comprendre que la majorité des cyclistes du peloton tournent à l'EPO. Attention, je dis la majorité, pas tous. Hein, il n'est pas vrai que tous les cyclistes étaient à l'EPO. Il y en a quelques-uns qui ont été d'ailleurs, euh, qui ont osé prendre la parole et qui ont été pour cela vivement critiqués par le monde cycliste. Je pense à Christophe Basson, qui quelque part s'est retrouvé quasiment exclu parce qu'il a osé parler et qu'il était justement un coureur propre qui s'opposait au dopage. Et je pense que le sort qui lui avait été, le traitement qu'il a reçu de la part du peloton cycliste, des équipes cyclistes et de toutes les instances font que très peu de coureurs propres osaient s'exprimer. Parce qu'en fait, ils se sont fait tout simplement évincer. Donc, il y en avait. Mais on est certain que la majorité du peloton tourne à l'OPO en 1998. Et on pense que cela s'est arrêté avec l'affaire Festina, mais c'est pas vrai du tout, parce qu'en réalité, on ne savait pas encore détecter l'EPO dans les prises de sang et dans les tests urinaires. Résultat, eh bien, en 99, Lance Armstrong gagne le Tour de France, il en enchaîne 7 d'affilée, et on aura appris plus tard qu'il était également dopé à l'EPO. Mais ça s'est même pas arrêté avec Lance Armstrong, puisque Contador dans la foulée, Rasmussen, Floyd Landis, rappelez-vous, tous ces coureurs qui tous ont été impliqués dans des états de dopage alors qu'ils étaient soit en passe de gagner le Tour, soit ils l'ont gagné et ont été déclassés. Rappelez-vous également de l'affaire de l'équipe Sony Duval en 2008. L'équipe Sony Duval, à un moment donné, cette équipe dirigée par Mauro Gianetti, actuel directeur sportif de l'équipe UAE, de Tadej Pogacar, 3 coureurs de l'équipe vont dominer littéralement une des premières étapes de montagne avec l'arrivée à Otakam. Il s'agit de Ricardo Rico, Piepoli et José Cobo, qui tous les trois arrivent premier, deuxième, troisième, dominant littéralement toute concurrence. Et on apprend quelques jours plus tard que Ricardo Rico tournait à l'EPO, et évidemment ses collègues aussi. Résultat, l'équipe Sony Duval est exclue du Tour de France, et ça c'était en 2008, sous la direction du manager Mauro Gianetti, je rappelle, actuel manager de l'équipe UAE. Le monde est petit.
Donc jusqu'en 2008, jusqu'à la fin des années 2010, en réalité, ce dopage massif à l'EPO a continué. Et puis, il s'est vraiment passé quelque chose. À partir des années 2010, jusqu'à peu près en 2019-2020, le niveau du cyclisme a vraiment nettement diminué. Les records qui avaient été pulvérisés dans les années 90 ont reculé. On est revenu à des performances qui étaient supérieures à celles des années 80, mais là, ça peut s'expliquer parce qu'il y a effectivement, entre 2010 et 2020, les vélos sont effectivement nettement plus légers. On a des vélos qui sont plafonnés à 6,8 kg, ce qui n'était pas toujours le cas dans les années 80, puisque dans les années 80, les vélos étaient plutôt autour de 8,5 9 kg. Et donc, on a un écart sur le poids du vélo, un écart également sur la qualité des matériaux, des routes qui se sont un petit peu améliorées, à quelques améliorations effectivement de la nutrition et de l'entraînement. Et donc, on a des performances qui sont sensiblement plus élevées que les années 80, mais qui restent tout de même explicables. Et on distingue très clairement qu'il y a un plafond de performance qui se situe à 420 watts pendant 30 minutes. Voilà, ça me paraît être la zone extrême, quoi. Si vous dépassez 400 watts pendant 30 minutes, c'est vraiment la zone rouge, quoi. Et si les performances sont aussi sensiblement plus élevées que les années 80, c'est aussi parce que dans le peloton cycliste désormais, tous les leaders qui jouent de classements généraux ont généralisé les stages en altitude, les séjours dans des champs hypoxiques, où parfois ils ont carrément installé ce genre de système chez eux. Et donc en fait, c'est comme s'ils vivaient tout le temps en altitude, et donc ils se retrouvent tout le temps à avoir une stimulation naturelle de l'érythropoïétine, le PO. Donc sans avoir recours au dopage, ils arrivent un petit peu à simuler l'effet d'altitude et à en tirer quelques bénéfices. Et ce qui peut expliquer qu'on a des performances de sportifs des années 2010, même aujourd'hui, qui surpassent les années 80, parce que justement, cette méthode s'est généralisée et on connaît beaucoup mieux maintenant comment gérer l'altitude, comment utiliser l'altitude pour que ce soit intéressant dans les sports d'endurance, ce qui n'était pas toujours le cas dans les années 80. Donc voilà un peu ce qu'on peut cerner très clairement. Passons à la suite. Alors, de ces 60 années d'études scientifiques de la filière aérobie, voici ce qu'on a pu apprendre. Ce qu'on a pu apprendre à travers des tas d'études et de tests qui ont été faits auprès des sportifs de haut niveau, les meilleurs du monde dans tout un tas de sports, natation, course à pied, cyclisme, ski de fond, triathlon, il en ressort que le VO2 max des hommes, des cyclistes hommes, plafonne autour de 90 millilitres minutes par kilo, soit en gros entre 88 et 92. Ça correspond à une zone de plafond et on ne voit pas de gens qui arrivent à passer au-dessus, du moins pas naturellement. Il y a eu des cyclistes qui se sont retrouvés avec des VO2 max supérieurs à ça, mais on a appris plus tard qu'ils tournaient à l'EPO. Et donc ça, c'est une zone plafond qu'on ne peut pas dépasser, qui est un peu comme une sorte de seuil physiologique, si vous voulez, hein, qu'on ne peut pas modifier. Et ça concerne qu'une toute petite partie des sportifs, hein. Il y en a très très peu qui naturellement ont ces prédispositions. Les sédentaires, la plupart du temps, sont autour de 40-45 millilitres minutes par kilo. Les sportifs très entraînés arrivent à 70 et l'élite mondiale dépasse les 80 et flirte avec les 90. Ce qui nous donne une consommation de 6,3 litres d'oxygène par minute pour un athlète de 70 kg. 70 kg, c'est la référence qu'on prend pour tous les chiffres qu'on vous donne ici quand on parle de puissance, par exemple. On sait aussi que le rendement énergétique se situe entre 21 et 24%. Alors ce rendement, on va en reparler, mais c'est important d'en tenir compte parce qu'en réalité, dans le métabolisme énergétique, une partie de l'énergie que l'on produit se perd en chaleur et une autre partie va servir à nourrir les organes vitaux. Donc pendant l'effort, toute l'énergie que le corps produit n'est pas dédiée à pédaler. Certes, une grande partie va sur le pédalage, c'est une énergie qui passe d'une énergie métabolique à une énergie mécanique, mais il y a une partie qui part en chaleur et une partie qui part pour alimenter les organes vitaux, le cerveau, le cœur, les poumons, le pancréas, le foie, etc. Donc le rendement entre la quantité d'énergie que le corps produit vraiment et ce qui arrive sur les pédales, c'est 21 à 24%. Ça, c'est un paramètre dont on va reparler après. Pour vous donner un ordre d'idée, si j'appuie 100 watts sur les pédales, en réalité, mon corps en produit environ 450. Les lois de la biochimie cellulaire nous apprennent aussi ceci.
C'est qu'avec 1 litre d'oxygène, lorsqu'on oxyde du glucose, on peut produire 21,13 kJ. Ça, c'est une loi immuable. Dans le corps humain, lorsqu'un litre d'oxygène est absorbé au niveau des poumons et passe dans le sang, cela permet de produire 21,13 kJ d'énergie avec les glucides. Par contre, si on oxyde des lipides, avec ce litre d'oxygène, on ne produit que 19,62 kJ. Ce qui veut dire que le rendement des lipides est moins bon que celui des glucides. À ne pas confondre avec la quantité de calories par gramme, hein, parce qu'il y en a qui confondent la quantité de calories par gramme de lipides avec la quantité de calories par gramme de glucides. Là, on parle de ce que 1 litre d'oxygène permet de faire en oxydant des glucides et des lipides. Le glucose a un meilleur rendement. Et ça, c'est important de le comprendre parce que à la fin d'une étape, les réserves en glucose ont diminué et les muscles consomment, pendant l'étape du Tour de France ou tout un tas d'activités d'endurance que vous pouvez pratiquer, un mélange de glucides et de lipides. Et ce mélange, plus l'épreuve va être longue, plus il va être s'orienter sur les lipides parce que les réserves de glucose diminuent. Et vous aurez beau vous gaver de glucides, vous ne parviendrez pas à empêcher le fait que les lipides deviennent de plus en plus prépondérants dans la fourniture d'énergie. Hein, se gaver de glucides pendant l'effort ne permet pas de compenser l'épuisement des réserves en glucose, contrairement à ce qu'on raconte et ce qu'on peut lire dans la presse, ce que racontent certains coureurs comme Simon Yates récemment. Tout ça, c'est un petit peu pour noyer le poisson, pour justifier les performances miracles, hein. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo à ce propos-là. Donc ça, c'est un premier point important. Et ça nous permet, ces informations-là qu'on a là, nous permettent de calculer la puissance. Puisque si je sais combien de kilojoules je peux avoir avec un certain nombre de litres d'oxygène, je peux calculer la puissance d'un cycliste qui a 90 de VO2 max. C'est simple. Je multiplie 6,3 litres par 21,13 kJ par le rendement métabolique. Ici, j'ai mis 22,5, plus ou moins 1,5%. Ça fait environ 30 kJ mécaniques sur les pédales par minute. Et ça, je peux le convertir en watts, puisque 1 kJ par minute égale 16,67 watts. Donc, mon cycliste a une puissance de 499 watts, plus ou moins 33 watts. Ça, c'est selon son rendement. S'il a 21%, il aura plutôt 466 watts. Et s'il a un rendement de 24%, il aura plutôt 532 watts. Les cyclistes professionnels ont plutôt un bon rendement. On va dire qu'ils ont plutôt autour de 23-24%. On connaît aussi un autre truc très important qu'on connaît depuis les années 2020. Il y a une étude qui a été publiée par des scientifiques qui ont étudié 4 équipes cyclistes professionnelles et qui ont utilisé les relevés des capteurs de puissance pendant 8 années sur 4 équipes cyclistes professionnelles, dont 2 équipes Pro Tour qui jouent les classements généraux des grands tours. Et ces milliers d'analyses à l'entraînement et en course nous permettent de connaître le profil de puissance des meilleurs coureurs cyclistes du monde. On sait donc que les meilleurs cyclistes du monde sont capables de produire en gros 530 watts sur 5 minutes et sur 1 heure, ils vont produire environ 398 watts. Donc on voit qu'il y a une baisse de la puissance entre 5, 10, 20, 30, 60 minutes. Et ça, c'est quelque chose qui est immuable. Et ça, c'est important d'avoir cette courbe parce que ça correspond au profil maximal des coureurs cyclistes observés dans les années 2013 jusqu'à 2020. Donc, autrement dit, une période où le dopage avait nettement reculé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de dopage du tout, hein. Il y a peut-être probablement quelques coureurs dopés dans le lot qui ont un peu biaisé les résultats. Mais déjà, ça nous donne un plafond très très clair de ce qu'il est possible de faire. On est peut-être déjà légèrement au-dessus de ce qui est possible s'il y a dans le lot quelques coureurs qui ont eu recours au dopage déjà. Mais ça correspond, c'est assez cohérent avec ce que je vous disais. Un 420 watts sur 30 minutes, ça correspond à la zone plafond. Alors, bien sûr, il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que là, on voit que le cycliste est capable de tenir 80% de sa puissance sur 5 minutes. Si on compare ça à de la course à pied, on ne va pas avoir le même résultat. Ne pas confondre. En course à pied, effectivement, il est possible de tenir peut-être 90-92% de sa vitesse maximale aérobie pendant 30 minutes. Mais ce n'est pas le même sport d'un point de vue mécanique. Et c'est, je pense, en grande partie du fait que ce n'est pas la même méthode de locomotion d'un point de vue mécanique qui fait qu'on a des différences importantes d'endurance entre le cyclisme et la course à pied.
Donc à ne pas confondre. Donc maintenant qu'on a tout ça, en fait, on pourrait, si on voit un coureur qui produit 450 watts pendant 40 minutes, on peut calculer son VO2 max. C'est des mathématiques et de la physique. Ça se calcule, c'est relativement simple. Et j'ai mis en place un simulateur que vous allez pouvoir tester en ligne, l'utiliser pendant le Tour de France si vous voulez. Et avant de vous l'ouvrir et de vous le montrer, je vais revenir sur la question du rendement énergétique, parce que c'est important. Donc le rendement, on l'a dit, c'est le rapport entre la quantité d'énergie mécanique produite par la quantité d'énergie métabolique produite. Ce qui se passe au niveau de la biochimie cellulaire. Donc il y en a une partie qui est perdue, qui ne va pas sur les pédales. Et globalement, sur un test de PMA, le rendement d'un cycliste de niveau modeste, c'est 22 à 23%. Celui des professionnels est de l'ordre de 27% sur un test de PMA, un test court de quelques minutes. Toutefois, le rendement diminue à mesure que l'effort se prolonge. Et ça se comprend très bien, parce que sur des efforts de quelques minutes, une partie de l'énergie mécanique est produite sans oxygène, avec la filière anaérobie, ce qui fausse le calcul du rendement énergétique. En réalité, pour des efforts de 20 à 60 minutes, le rendement chute entre 21 et 24% dans le meilleur des cas. Ok, ça c'est le rendement métabolique, ce sont les limites du rendement humain. Notre corps, lorsqu'on produit un effort, il chauffe. Et ça, on ne peut rien y faire, il va chauffer, il va chauffer, il va produire de la chaleur. Alors, il y a d'autres facteurs qui vont altérer le rendement métabolique, on va en parler parce que c'est très important. Donc on l'a vu, je l'ai évoqué, c'est le fait qu'en fin d'étape, on consomme plus de lipides à la même intensité relative d'effort. Du coup, ça va altérer sensiblement le rendement métabolique. Ça explique en partie le fait que si on veut produire un effort maximal de 30 minutes au début d'une sortie, on sera plus performant qu'après une sortie de 3 heures. Avec la fatigue qu'on a accumulée, l'épuisement des réserves, eh ben, on n'arrive pas à produire exactement les mêmes puissances. Ça, c'est un fait. À la fin d'une étape, globalement, on n'est pas capable de produire tout à fait les mêmes puissances. On est légèrement moins fort. Lorsqu'il fait chaud, proche de 30 degrés, le rendement diminue considérablement. Parce qu'en fait, une partie de l'énergie va servir à refroidir le corps. Et ça a été testé scientifiquement. Il est impossible de ne pas subir d'altération du rendement pour des températures élevées. Certes, on peut s'acclimater et perdre un petit peu moins, être un peu plus tolérant à la chaleur, mais on va nécessairement avoir une altération du rendement métabolique avec la chaleur. Et c'est important parce que dans la montée de Valménier, qu'on a vu au Dauphiné, il faisait 29 degrés en moyenne. Et entre une montée à 29 degrés de température et une montée à 20 degrés, ça peut représenter 10 à 15 watts d'écart. Autre point majeur dont on parle rarement, c'est l'altitude. En altitude, c'est la même chose. On observe une baisse d'environ 3 à 6% de la puissance aérobie à 2000 mètres d'altitude. 6%, c'est ce qu'on observe pour des cyclistes modérément entraînés. Peut-être que ceux qui sont super bien entraînés, qui font des stages en montagne, peut-être qu'ils perdent un peu moins. Mais il est impossible de ne pas perdre de puissance en altitude, y compris de l'EPO. Et on le voit bien, si on regarde les records de puissance sur le Tour de France, les records de puissance sont obtenus sur des montées qui sont à des altitudes pas trop hautes. Par exemple, la montée de Hautacam, qui monte qu'à 1500 mètres, qui part d'environ 400 et qui monte à 1500. Donc là, on est sur une altitude plutôt basse, autour de 1000 mètres en moyenne. Et en revanche, dans la montée du Galibier, qui passe de 2000 à 2600 mètres, eh ben, on ne parvient pas à développer des puissances aussi élevées que sur une montée en basse altitude. Donc ça, c'est pareil, c'est un facteur dont il faut tenir compte, parce que l'altitude va altérer le rendement énergétique. Voilà, je vous ai montré un petit peu tout ça. Je pense que maintenant, on va pouvoir passer au détecteur de puissance anormale. Je vais vous montrer comment ça marche, et puis je vous laisserai vous en servir. Bien, maintenant on arrive donc à l'outil que j'ai mis en ligne, qui est un outil, un sorte de tableur, un détecteur. Donc vous le trouvez sur l'article «Comment détecter une puissance anormale sur le Tour de France» que j'ai mis en ligne. Et donc il y a quelques textes à lire avec quelques informations importantes. Et puis vous avez ici une case bleue pour ouvrir le détecteur de puissance extra-physiologique. Quand vous avez fait ça, vous arrivez sur une page comme celle-ci. Et là, par exemple, nous allons tester ici. Alors, il y a des paramètres à saisir et des paramètres de calcul à lancer. Alors, c'est assez simple.
En haut, j'ai mis 530 watts de puissance de référence à 5 minutes. C'est ce qu'on a observé à partir de l'étude qui a été faite entre 2008 et 2020, pardon, 2013-2020, où les capteurs de puissance ont été analysés pour 4 équipes cyclistes professionnels. On a également vu que les cyclistes de haut niveau pouvaient soutenir 80% de 530 watts pendant 30 minutes. Et donc, à partir de ça, de cette courbe de diminution de la performance, on peut calculer par exemple pour un effort de 39 minutes 30. Donc, on va prendre un exemple. On va prendre par exemple la montée de Romain Bardet, son record dans l'Alpe d'Huez sur le Tour de France 2022. Il est monté en 39 minutes 30. En 2022, le poids des vélos est d'environ 6,8 kg déjà. Avec le matériel, vêtements, donc chaussures, casques, on est à peu près à 8,5 kg. On met le poids étalon 70 kg ici. La distance, le temps, 39 minutes 30, le dénivelé. Romain, dans cette montée, il a passé à peu près 70% de la montée à l'abri du vent. Donc, il a un coefficient de traînée aérodynamique qui est donc plus faible, à 0,28. Le bitume de l'Alpe d'Huez est plutôt bon. Les pneumatiques de 2022 sont très bonnes, donc on a un coefficient de roulement qui est quand même excellent ici. La densité atmosphérique, donc elle est calculée en fonction de la température et de l'altitude. Et donc, ça lui donne une puissance de 405 watts pendant 39 minutes 30. Miguel Indurain, par exemple, dans cette même montée, est monté moins vite en 1991. Il est monté en 39 minutes 45, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit en début de ma vidéo. Mais Miguel Indurain roule sur un vélo qui est sensiblement plus lourd à l'époque. Et il passe également, Miguel Indurain, c'est lui qui fait le rythme quasiment toute la montée, avec dans sa roue Gianni Bouillou et Luc Leblanc. Donc, lui, le coefficient de traînée aérodynamique, il est élevé. Il est à 0,35. Et les pneumatiques de l'époque sont peut-être pas aussi bonnes. En 1991, on est peut-être un peu moins bon, hypothèse. Pas sûr, hein, puisque par exemple, les boyaux qu'utilisait Marco Pantani dans la montée du plateau de Bay ont été testés et ils étaient aussi performants que les pneus Continental Grand Prix 5000. Ça a été testé par un entraîneur qui fait beaucoup de tests, qui a également une formation d'ingénieur. Euh, Donc, c'est Alban Lorenzini. Il a un site web, je vous mettrai le lien en description. J'aime beaucoup son travail. Il est extrêmement pointilleux. Donc, admettons que le rendement de la pneumatique soit un peu moins bonne. On aurait un Miguel Indurain qui, pour faire un temps un petit peu moins bon, en 1991, aurait monté à 419 watts. Vous voyez, on a 14 watts d'écart entre la performance de Miguel Indurain en 91 et celle de Romain Bardet en 2022. Et là, ce qui fait la différence, ce sont les conditions de course. Romain passe l'essentiel de la montée à l'abri, Miguel Indurain roule dans le vent tout seul, avec un vélo un peu plus lourd, des pneumatiques un peu moins bonnes. Donc, testons maintenant cela avec le calculateur. Donc, avec le calculateur, donc on a dit qu'on a réglé nos paramètres. Miguel Indurain, donc 419 watts. Donc, en fait, pour arriver ici à 419 watts, ici, vous voyez, on est obligé de augmenter sensiblement la puissance maximale de 5 minutes. Voilà, j'ai 418 watts, donc on va dire que c'est correct. Je regarde maintenant une estimation du VO2 max dont il faut disposer pour pouvoir monter à cette puissance-là pendant quasiment 40 minutes, dans des conditions de température que j'ai pas réussi à retrouver exactement, mais on va dire que c'était les mêmes conditions que Romain, 22 degrés en moyenne. Ça donne un résultat de 94 de VO2 max pour un Miguel Indurain, donc c'est marqué étonnant à approfondir pour comprendre, parce qu'on est légèrement au-dessus de ce qu'on connaît et des normes physiologiques. Maintenant, bon, prenons l'exemple de Romain. Donc, il est monté un peu plus vite, 39 minutes 30, euh, de 15 secondes, c'est pas énorme. Mais par contre, sa puissance, on a dit 405 watts. Donc, ça veut dire que on doit réduire sensiblement les paramètres de puissance. Donc, on est à 515 watts, allez, 517, qui serait sa puissance théorique sur 5 minutes en watts étalon. Voilà, donc on a fait le calcul. Maintenant, on regarde ce que ça donne si on calcule son VO2 max, on est à 90 minutes par kilo, c'est marqué exceptionnel. Voilà, on est dans les zones limites. C'est-à-dire que ça se joue à pas grand-chose, et la zone euh, très clairement qui marque une limite, je suis assez d'accord avec Antoine Vaillère, ça se situe autour de 410-420 watts. Voilà, c'est vraiment la zone frontière, au-delà de laquelle les performances du demi-heure à cette puissance-là en fin d'étape sont vraiment douteuses et
mais font qu'on peut se poser des questions. Voilà. Donc on va prendre un autre exemple, par exemple maintenant avec la montée de Valménier, donc de Tadej Pogačar. Donc à Valménier, il est monté pendant 39 minutes et 12 secondes. Donc voilà. Théoriquement, si on mettait les paramètres standards, il aurait dû faire 415 watts. Or, il a fait environ 450 watts. Donc ça veut dire que sa puissance est bien plus élevée que ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc on est obligé de faire des réglages. Je vais monter à 565 watts, par exemple, pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Même pas, ça suffit pas. 570 watts serait sa puissance sur 5 minutes. On a à peu près 450 watts pendant 39 minutes. Les conditions de température à Valménier, c'était 29 degrés, il faisait plus chaud, et l'altitude moyenne, c'est 1400 mètres sur la montée de Valménier. Donc là, les paramètres sont réglés. Un gars qui a 570 watts de puissance pendant 5 minutes, une endurance à 80% pendant 30 minutes, est capable de tenir 446 watts pendant la durée de l'effort de Valménier. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Quand on fait le calcul du VO2 max nécessaire pour disposer de cette puissance-là, ça nous donne un VO2 max supérieur à 100, 102. Et là, on est dans la catégorie des mutants. On est très, très largement au-dessus des paramètres limites qui sont situés autour de 90. Donc, voyez-vous, là, on est à 102. Voilà ce que ça donne, donc le calculateur. Donc il faut être assez rigoureux dans les réglages. Vous l'avez vu quand on a testé la puissance, donc qu'on a comparé les performances de Romain Bardet dans l'Alpe d'Huez avec celles de Miguel Indurain. Bien que les temps soient similaires, il y a quand même 15 watts d'écart. Et ça correspond vraiment à cette zone limite où on peut se douter quelque chose qui cloche. Et Miguel Indurain, dans les années suivantes, va atteindre un niveau bien plus élevé. Et je pense que son top niveau, c'était dans la montée d'Otakam en 94 et celle de la Platte en 95, où là, il était dans des valeurs de l'ordre de 450 watts, étalon pendant 40 minutes, comme Tadej Pogačar. Et donc là, on était dans la catégorie mutant. Donc voilà, le dopage à l'EPO est arrivé au tout début des années 90. Et donc, bah, on s'est envolé littéralement dans les performances en l'espace de 2-3 ans. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne cet outil. Donc je vais l'utiliser pendant le Tour de France. Je vais m'amuser à faire sur quelques montées. Notamment, on va bien observer la montée d'Otakam, puisqu'on a des références. Otakam. La montée d'Otakam, eh bien, le record, c'est Bjarne Riis, dont on sait qu'il tournait à l'EPO. Il était surnommé Monsieur 60% à l'époque. 60% d'hématocrite. C'était son surnom en peloton. Et en réalité, si on regarde le classement de la montée d'Otakam sur le site Chronowatt, donc de Frédéric Portolo, on voit bien que tous les cyclistes qui ont monté qui ont monté en 37 minutes, 37 minutes 30, hein, jusqu'à 37-30, voire même 37-40, les gars, ils ont tous été impliqués dans les affaires de dopage massives. Hein, donc on va voir, on va voir. Pour vous donner une ordre d'idée, dans cette montée, je crois que Thibaut Pinot, Jean-Christophe Péroux, ils sont en 38 minutes 41 et Thibaut Pinot 38-35 sur le Tour de France 2014. En 2014, Jean-Christophe Péraud, deuxième du Tour. Donc c'est pour juste vous dire qu'il y avait vraiment une baisse des performances dans les années 2010-2020. Et donc voilà, donc, Jean-Christophe Péraud, il aurait perdu 4 minutes sur Bernard Rice, qui était monté en 34 minutes 40 secondes. Devançant Luc Leblanc, d'une petite quarantaine de secondes. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend. Euh, je ne sais pas quoi vous en dire d'autre, mais évidemment, cet outil, il n'est pas infaillible, hein, parce que vous pouvez avoir des cyclistes qui sont d'un bon niveau, qui ont recours au dopage et qui, malgré tout, ne rentreront pas dans ce détecteur comme étant classé hors norme, parce que leur niveau de départ est trop bas. Ici, vraiment, ce qu'on cible, c'est les performances du top mondial, des meilleurs athlètes qui jouent les classements généraux des grands tours, et on voit s'ils peuvent dépasser des normes extra-physiologiques. Voilà. Merci de votre attention, et puis rendez-vous sur Tour de France. Alors, on pourrait penser que je ne suis pas objectif parce que je cite un coureur français comme Romain Bardet.
j'ai vu des gens qui faisaient des commentaires comme ça sur YouTube, qui s'étonnaient que je classe des coureurs français comme étant, vertueux et pas les coureurs étrangers. Alors, c'est tout simplement parce que je connais pas assez des coureurs étrangers, parce que je pense qu'il y a plein de cyclistes qui sont vertueux dans le peloton. Et si je prends souvent l'exemple de Romain, c'est parce que j'habite dans la même région que lui. Lorsque j'étais entraîneur au Vélo Club Courant d'Auvergne, j'encadrais des cadets et des juniors et je l'ai vu courir sur des courses en cadet. Je l'ai vu courir en junior. J'ai même fait des courses où il participait aux mêmes courses que moi lorsqu'il était junior et moi j'étais déjà, bien plus âgé. Mais les juniors et seniors, on courait souvent ensemble. Et donc j'ai vu ce garçon, assez épatant, avec son gabarit, de grimpeur, il était capable de gagner des courses, toutes plates, des critériums roulants où il y a pas de relance, plat comme la main, où il arrivait à surprendre tout le monde et à s'imposer. Évidemment, lorsque la route s'élevait, il était redoutable. Je l'ai vu courir aussi lorsqu'il était, en catégorie espoir. Il a été licencié au CR4 Séroane, à Chambéry Formation. Il y a eu des courses que j'ai fait, où je me suis retrouvé dans le même peloton que lui et donc je l'ai vu progresser, je connais plein de cyclistes que j'ai encadrés, qui étaient des coureurs que j'entraînais, qui sont des amis assez proches de Romain Bardet et moi, de tout ce que j'ai comme information, j'ai aucun doute sur le fait qu'un garçon comme Romain, toute sa carrière, elle est vertueuse. C'est un bosseur. Le niveau qu'il avait en junior, et il a sensiblement progressé en espoir, un tout petit peu chez les professionnels, mais en réalité, il était déjà d'un top niveau en espoir, puisque même avant de passer professionnel, sur des courses où il s'est retrouvé confronté aux professionnels, comme je crois le Tour de l'Ain, dans la montée du Grand Colombier, il rivalisait quasiment avec Jean-Christophe Perrault, qui était déjà professionnel et déjà capable de jouer les top 10 au Tour de France. Donc c'est pour ça souvent que je prends cet exemple, parce que voilà, c'est un garçon de la région. En plus, ben, il passe sur des routes que j'emprunte, donc je peux voir ce qu'il a fait comme montée sur Strava, et cetera. Donc je connais son niveau de performance quand même. Donc c'est pour ça que je prends souvent cet exemple, mais il y a plein d'autres coureurs vertueux. Mais évidemment, je vais parler de ce que je connais le mieux. Pour terminer et c'est important, heu, bon, ce que je dis là, ce que je fais là, je n'attends absolument rien, je n'attends pas du tout à ce que ça change quelque chose dans le monde du sport, du cyclisme en général. Je pense que ça n'aura strictement aucune influence. Mon seul objectif, c'est simplement de partager, ma connaissance, mon expertise et mes réflexions. Ça s'arrête là. Voilà, je ne pense pas du tout que nous ayons les moyens, aujourd'hui, de faire évoluer ce qui se passe dans la société, dans le sport. Et les raisons, pour moi, elles sont, très profondes. C'est bien au-delà du sport. Je l'ai déjà exprimé, dans une vidéo que j'ai faite l'année dernière. C'est que la société dans laquelle nous vivons, notre civilisation, ne repose pas sur un socle éthique qui permet de s'affranchir de tout ce qui va ressembler au dopage, que ce soit dans le sport, dans le monde de l'industrie, du commerce, de la politique, etc. L'éthique n'est pas le socle de notre civilisation et c'est pour ça que ça n'a aucune chance d'aboutir. Je vais donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Par exemple, euh, si on prend quelque chose qui est la faim dans le monde et la malnutrition. J'avais lu il y a une quinzaine d'années le livre de Jean Ziegler et ce sociologue suisse, qui a été rapporteur de l'ONU, expliquait qu'il y avait environ 30 à 35 000 décès par jour dans le monde à cause de la faim et de la malnutrition. Et il a expliqué qu'il fallait environ 30 milliards de dollars par an pour éradiquer ce problème-là. En 2020, le journal The Guardian rapporte une étude plus récente où il estime qu'il faut 33 milliards par an pendant 10 ans pour résoudre définitivement ce problème de malnutrition infantile dans le monde qui fait environ 30 à 35 000 décès par an, essentiellement des enfants. Eh bien, pour mettre ça en perspective, sachez que le simple budget, le marché du jeu vidéo dans le monde, c'est 180 à 300 milliards par an. Le simple budget de la publicité, quelque chose qui concrètement ne sert que à faire fonctionner une société qui repose sur la consommation, hein, une civilisation basée sur la consommation, juste la publicité, quelque chose qui concrètement ne sert à rien,
C'est 700 à 1000 milliards de dollars par an qui sont dépensés chaque année. Je vous rappelle, résoudre l'affaire dans le monde, c'est 33 milliards de dollars par an. Je vous parle même pas de l'armement, c'est 2700 milliards par an qui sont dépensés chaque année dans le monde. Et ces 33 milliards, c'est dérisoire, c'est une paille en réalité à l'échelle de toutes les nations du monde. Eh bien, notre civilisation s'en contrefout totalement en réalité. Ok, c'est un vrai problème éthique. Et on n'est pas du tout appuyé sur l'éthique dans le monde moderne. Aujourd'hui, on valorise la réussite sociale, économique, la méritocratie, etc. Vous pouvez être un multimilliardaire, marchand d'armes, marchand de producteur de tabac et de cigarettes avec tout un tas de produits chimiques à l'intérieur. C'est pas éthique et pourtant vous êtes reconnu comme étant quelqu'un d'influent et puissant. Eh ben, le sport, quelque part, c'est un peu pareil. C'est une sorte de coquille vide de l'éthique où globalement le sport est censé représenter l'éthique dans le monde, est censé guider les gens en leur disant, voyez, il faut être vertueux, les coureurs sont des mecs qui bossent, tous les sportifs dans tous les sports sont des mecs qui s'entraînent, tout ce qu'ils ont, c'est par le mérite, etc., etc. Ça, c'est la façade. En réalité, c'est une coquille vide parce que tout le socle civilisationnel qui est derrière, eh bien, il ne repose pas sur l'éthique. Ok, donc c'est pour ça que je n'attends absolument rien et qu'il n'y a aucune chance que les choses évoluent dans le monde du sport, dans d'autres domaines, tant que notre civilisation ne sera pas posée des questions, tant que nous, les humains, on sera des millions à se rassembler sur le bord des routes pour voir des courses cyclistes, c'est très bien, on peut le faire, mais on n'est pas capable de se rassembler par millions pour défendre des choses comme par exemple les retraites ou juste faire en sorte que l'hôpital public ne s'effondre pas, puisque vous avez tous certainement fait l'expérience qu'avoir des rendez-vous, c'est très compliqué, que les moyens dont dispose aujourd'hui la santé en France est en train de s'effondrer. Je pourrais prendre plein d'exemples comme ça, défendre aussi les agriculteurs qui voient tout un tas de denrées alimentaires qui arrivent de l'étranger et qui font que leur production, bah, aujourd'hui, elle ne sert plus à rien. Ils sont obligés de vendre à des distributeurs à bas prix. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça dans notre société qui marchent pas et pour lesquels nous autres, les humains, on fait rien. Par contre, on est capable de se rassembler par millions sur le bord des routes, d'aller voir des matchs de foot, de rugby, ce que vous voulez, des concerts, etc. Et donc, en plus de cette, je dirais, de ce manque d'éthique de la société, il y a aussi une absence de prise de conscience qui n'est pas. Et donc, il n'est pas possible qu'il y ait une mutation euh, parce que moi je fais une vidéo ou qu'Antoine Bayer fait une vidéo et en parle, etc. On n'aura absolument aucune influence sur le sport tant que la civilisation n'aura pas radicalement évolué. Et ça, je pense pas que ce soit de mon ressort, hein, c'est du ressort de tout le monde. Donc voilà, je ne fais que partager mon regard, mon expérience, ma passion aussi pour ce sport parce que c'est une passion le vélo. Et donc quelque part, je suis légitime pour en parler parce que depuis que je suis gamin, ça a été ma passion. Aujourd'hui, j'en fais encore pour le plaisir énormément. Et il m'arrive de surveiller un petit peu ce qui se passe dans le vélo, mais c'est pas ma seule activité. J'ai plein d'autres centres d'intérêt. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis, ben, écoutez, profitez bien de l'été. Et peut-être un rendez-vous, je vous donne peut-être rendez-vous sur le Tour de France si jamais il me prend de commenter quelques étapes comme je l'ai fait une fois ou deux l'année dernière. Merci de votre attention et à bientôt peut-être.